Bien le bonjour à tous, ravi de vous retrouver en cette matinée. Nous sommes le 25 octobre 2024, il est 8 heures et comme chaque matin, nous allons vous accompagner jusqu'à 9h30 et la revenante nous rejoint. Mina, bonjour. Bonjour Nol, bonjour à tous. Comment ça va bien? Ça va. Bah, tu nous as manqué, on t'a pas vu un week-end. Ouais, on a bien ressenti ta place en Tant tout mieux. cas. On remercie Amal Laribi. Tant mieux. Qui était là, qui nous a Oui. donné quand même généreusement les nouvelles du ciel. Oui. Amel est toujours là, elle est toujours présente. On la salue ce matin. Ça va, Mina? Ça va. Ça se passe bien? Très bien. Alhamdoulilah. Tu te rappelles, Mina, il y a quelques semaines de cela, nous avions reçu des étudiantes qui nous avaient parlé d'une préparation d'un concours. Il s'agissait d'un concours d'écriture. Oui. Tu te rappelles, Cap-Plume? Oui. Voilà, c'était à la 2e édition. Et c'était un concours où on essayait de mettre un petit peu les candidats dans des situations un petit peu difficiles en leur donnant des mots qui n'ont rien à voir avec la thématique. Il fallait à tout prix les mettre quelque part. Eh bien, le concours a eu lieu et les lauréates donc, sont connues aujourd'hui et on va les recevoir. Tant mieux. Et bien voilà, donc elles vont nous parler un petit peu de cette expérience. Et rappelle-toi que c'était un concours sur plusieurs langues. Oui. Un langue d'écriture dans plusieurs langues. Voilà. Donc nous aurons finalement une lauréate pour chaque langue. Et il n'y a eu que des lauréates. Il n'y a pas eu de lauréat. Ben, j'ai bien envie de dire tant mieux, tiens. Pendant que nous y sommes, là, il va falloir faire une enquête. Hein. Comment ça se fait? Voilà. Comment ça se fait? Mais bon, peut-être que les filles sont plus portées sur l'écriture. Sur... Bon, dans le monde littéraire, pas spécialement. C'est vrai, plus porté vers l'écriture et la lecture aussi. De nos jours, probablement. Oui. Parce que quand même, le monde littéraire, oui, évidemment. N'est-ce pas? C'est très, très riche, très, finalement, riche, que ce soit des écrits de femmes ou d'hommes. Tout à fait. Et bien, justement, aujourd'hui, nous allons revenir sur donc, la 2e édition de Cap-Plume et les lauréates seront parmi nous ce matin. Et aussi, il y aura une foire où le produit algérien sera mis en valeur. Alors, il y a un grand retour vers tout ce qui est Made in Algeria, Mina. Effectivement. Depuis quelques mois, enfin non, depuis quelques années. Depuis quelques années déjà. Quelques années même. On a d'excellents produits. D'excellents produits, la diversité, le choix, la qualité aussi, n'est-ce pas? On est sûr de la qualité. Nous sommes sûrs de la qualité, nous sommes sûrs du moins d'où ça provient et qui fabrique. Et justement, cet intérêt pour le produit national a suscité l'intérêt des organisateurs. Il y aura une foire au niveau du centre commercial Quds qui se tiendra donc, du 25 aujourd'hui au 26 octobre. Donc vous pourriez avoir plus ample connaissance sur le produit algérien. Et Siham sera parmi nous ce matin. Alors la dernière fois, on a parlé de Mina, de Amina, de Yamina. Ah bon? Ah bah oui, t'as pas vu? Non. Ben, c'était il y a 2 semaines. Hein. Oui, mais... C'était suite à ta demande en plus. En plus. Eh bien aujourd'hui, nous allons... Faudra recommencer. Bon, allez, ce sera un rappel pour toi aujourd'hui. On va demander à Siham de nous faire un petit rappel. Et donc Siham va encore une fois nous faire découvrir le sens de certains prénoms que nous utilisons, que nous connaissons, mais probablement nous ne connaissons pas la signification ou l'origine. Donc Siham sera là pour nous éclairer sur certains prénoms. Et comme chaque vendredi, nous ouvrirons page santé en compagnie du docteur Fathi Ben Achtou. Cette fois-ci, il s'intéresse donc à la journée nationale du sang. Donc il va nous parler de cette denrée rare ou du pétrole rouge, comme on l'appelle si bien. Alors toujours registre santé octobre, donc nous parlons toujours d'Octobre Rose, de la sensibilisation au dépistage précoce du cancer du sein. Et ben les étudiants qui nous cessent encore une fois de nous impressionner font un travail merveilleux sur le terrain pour la promotion et pour la vulgarisation de tout ce qui touche la santé. Nous les aurons parmi nous ce matin pour nous parler de leur initiative. Voilà un peu pour le programme de cette matinée. Ça te va, Mina? C'est parfait. C'est très riche, c'est très varié. C'est très riche, très varié. N'est-ce pas? Plusieurs dossiers donc à traiter pour cette matinée. Mais avant cela, apparemment, nous allons avoir une carte plutôt généreuse aujourd'hui, Mina. Oui, il paraît. Il paraît, et ça va faire très plaisir à notre ami Amal Laribi. Et Clément. Et Clément aussi. Selon eux, il va faire beau aujourd'hui. Selon eux, il va faire très beau selon aujourd'hui. leur perception des choses, il va faire beau aujourd'hui. Et nous allons avoir quelques plus amples détails, mais ce sera juste après cela. موبيليس تقدم لكم الأحوال الجوية. موبيليس، معا نصنع المستقبل.
Et voilà, donc on disait qu'il va faire beau aujourd'hui, selon Amal Larabi, selon Clément et selon beaucoup de personnes d'ailleurs, Selon beaucoup de personnes. qui aiment la pluie, qui attendent l'hiver déjà. Bon, on n'est pas encore en pleine saison d'hiver, Pas encore. mais qui attendent quand même l'hiver avec beaucoup de patience, beaucoup d'impatience plutôt, n'est-ce pas? C'est vrai. Tu nous donnes un peu plus de détails, Mina? Avec plaisir. Vas-y, c'est à toi. Merci beaucoup. Alors bonjour à tous, très bon réveil, de la brume ce matin sur l'ensemble des régions côtières et puis le ciel restera plutôt nuageux en journée. Quelques pluies à partir de cet après-midi, notamment sur le centre, elles seront parfois accompagnées d'orages. Quelques pluies également vers l'extrême sud, le long des frontières algéro-maliennes, l'Ogar et le Tassili, le Sahara central et le Sahara oriental. À noter de fréquents soulèvements de sable. Les températures de cet après-midi, eh bien, on entrera sur la moitié nord jusqu'à 25 degrés. Alger, on entrera un minimum de 19 degrés Djelfa, 27 à Annaba, 23 degrés à Oran, 25 Rabdaya, 27 degrés à Bachar, 32 degrés à Tindouf et enfin 38, ce sera la maximale pour l'extrême sud. On passe tout de suite à l'état de la mer. Pour cet après-midi, eh bien, on notera une mer peu agitée sur l'ensemble des régions côtières avec des vents entre 10 et 20 km/h sur le centre et l'est et entre 10 et 25 km/h vers la partie ouest. On passe tout de suite à l'Amérique du Nord pour cette journée. Eh bien, un ciel dégagé, peu nuageux à Mexico, Miami, Montréal, Vancouver. Côté température, eh bien, on notera 12 degrés à Vancouver, 32 degrés en Californie, ainsi qu'à Dallas, 23 degrés à Mexico, 28 à Miami et enfin 11 à Montréal. Encore une fois, très bonne matinée et à tout à l'heure midi. موبيليس قدمت لكم الأحوال الجوية. موبيليس، معا نصنع المستقبل. Ah, finalement, on retient, Mina, des températures plutôt agréables, Oui, même si on aura quelques pluies. Quelques pluies, voilà, ni trop chaud ni trop froid, 25 degrés, c'est pas mal comme température. C'est pas mal comme température, sauf pour la saison. Oui, sauf Surtout pour la saison. saison. Et puis, il faut dire que depuis le début de la saison, nous avons été quand même gâtés par le ciel. Oui, Quelquefois. Souvent. quelquefois, et puis on a eu des températures plutôt hautes pour un mois Plutôt haute. d'octobre. Pour un mois d'octobre, on est arrivé quand même à 32 degrés, 33 degrés. 38, 40. 38, Oui, on est arrivé effectivement. à 38, 40 degrés. Effectivement, donc là, ça se rafraîchit petit à petit. Ça commence à se rafraîchir en espérant que ça continue. Et c'est ce qu'on espère, effectivement. En tout cas, merci beaucoup, Mina. Merci. Mina, on se retrouve tout à l'heure après le journal télévisé du midi, après celui de 19h à 9h30, comme Évidemment. d'habitude, n'est-ce pas? Comme d'habitude. Merci beaucoup, Mina. Allez, à tout à l'heure et on continue cette fois-ci, comme d'habitude. Ce sera pause
C'est comme chaque vendredi et docteur Fethi Benachnou nous rejoint déjà. Docteur, bonjour. Bonjour, et je rejoins avec plaisir. Ah, bah, tout le plaisir est pour nous. Non, surtout pour que- l'équipe Bonjour d'Algérie. C'est une équipe très positive. Et il y a des ondes positives. Ah, ça Et nous surtout, fait il y a plaisir. des jeunes. Ah, Il y a oui, des de jeunes. plus en plus jeune, effectivement, ça se rajeunit. Et nous, on se rapproche un peu de la retraite, hein, docteur. Moi, je suis en retraite. Voilà. Tu te rapproches. Moi, je m'en rapproche, voilà, exactement. Moi, je me rapproche de la retraite, mais en attendant d'avoir nos retraites définitives, on va continuer quand même à sensibiliser, on va continuer à donner Bien sûr. des informations donc, concernant la santé. C'est ce que nous avons de plus cher, docteur, n'est-ce pas? Un enseignant et un médecin, un infirmier, comme me l'a dit quelqu'un, on n'exerce plus sur le bord de la tombe Oui. quand on est au bord de la tombe. C'est vrai. Parce que imaginez, un médecin en retraite, vous êtes dans la rue, un boulevard, Oui. il y a quelqu'un qui a besoin de soins. Vous allez dire, ah non, moi je suis en Oui. retraite, je n'exerce Oui. plus, ou bien je suis en congé. Non, vous pouvez être poursuivi par la justice pour non-assistance à personne en C'est ça. danger. Donc la retraite, c'est une notion Administrative, on va dire. administrative, mais le métier reste. Et Le surtout, métier, c'est un honneur de prodiguer certains conseils, de prodiguer certaines informations qui pourraient aider les spectateurs de Bonjour Nous d'Algérie. en avons toujours besoin, effectivement, docteur, même si on en parle souvent, on n'en parle jamais assez. Ouais. Et aujourd'hui, c'est un thème très particulier que vous avez choisi pour nous. Il s'agit donc d'une denrée rare, on va dire le pétrole rouge, comme on l'appelle si bien. Tiens, n'est-ce j'avais pas pensé à ça. Eh bien si, on l'appelle le pétrole rouge, paraît-il, mais il reste quand même plus rare que le pétrole. Hein. Bien sûr. N'est-ce Et il pas apporte moins de problèmes que le pétrole. Effectivement. Bien au contraire, il n'apporte que du bien. Que du bien. Alors c'est Eh, le sang aujourd'hui. C'est quoi? C'est le sang. Le sang. Le sang. Il y a une chose qui est importante. Le sang est un organe. Pourquoi je dis ça? Parce que nous, on a l'impression un estomac, Oui. je sais pas moi, des intestins. C'est palpable. C'est palpable, voilà. Tandis que le sang est quand même un organe. Il a une fonction. Il a une fonction extrêmement importante. Quelques données sur le sang. Allah, quand il nous a créés, il a donné 5 litres de sang, que ce soit la femme ou l'homme. Ah, et l'égalité Oui. était... On a les deux. Deuxièmement, le sang a une fonction extrêmement importante. On l'a vu lors de la pandémie du corona, Oui. où les gens mouraient par asphyxie. Vous allez me demander quel est le rapport entre eux. Eh bien, vous avez vu que le virus du coronavirus, c'est un virus spécial, il attaque surtout l'appareil, les circuits respiratoires. Et là, il empêchait. Pourquoi c'est important? Les gens mouraient asphyxiés et avec autres signes. Mais pourquoi c'est important le sang? Parce qu'il y a une donnée fondamentale, c'est que l'être humain et toute créature a besoin d'oxygène pour vivre. Oui. Même le poisson dans l'eau a un système, les branchies, qui permettent de filtrer pour donner l'oxygène. C'est quoi l'oxygène? C'est extrêmement important. L'oxygène, il est important, il est autour de nous, c'est grâce à la couverture végétale, la chlorophylle et tous ces éléments-là, et nous, on respire. Quand on respire, même quand on dort, le système respiratoire fonctionne. Là, on ramène de l'oxygène dans le corps humain et qui, au niveau des poumons, cet oxygène est pris par le système circulatoire, Dawara Damawiya, qu'on étudie à l'école. Ça nous a suivis pendant de longues années à l'école, hein, Voilà. Damawiya, effectivement. Je ne sais pas si on l'enseigne toujours. Toujours, oui, Ah, toujours. très bien. Oui, toujours. Et cette Dawara Damawiya, c'est le sang qu'il va transporter. Et il y a Dawara Damawiya, il y a toute une shabaka, c'est-à-dire un réseau de transport du sang à travers tout le corps. Ce petit poil qui est là a besoin de recevoir
de l'oxygène. Et il faut qu'il soit irrigué. À ce moment-là, il reçoit sa dose d'oxygène. Donc, le sang est un transporteur. Il transporte comment? C'est très simple, tout le monde connaît, c'est grâce aux globules rouges. Les globules rouges, الكروات الحمراء الكريات الحمراء. Voilà, c'est le كريات Et الحمراء. il doit, ce globule tout petit, il doit répondre à certaines exigences de taille, de diamètre. Et c'est ce qui donne la couleur rouge d'ailleurs au sang. Et la couleur rouge, on va en venir. Les caractéristiques du globule rouge, très important. Et c'est très strict, les caractéristiques, longueur, diamètre et tout ça. Parce que lorsqu'il y a déformation de ces globules rouges, c'est lors d'une maladie qu'on appelle la thalassémie. C'est une déformation du globule. Donc il ne remplit pas son rôle de transport d'oxygène. C'est pour ça, et je fais une petite incursion, que le sang, lorsqu'on transfuse du sang, lorsqu'on donne du sang à quelqu'un, ce n'est pas uniquement lorsqu'il y a accident et spoliation sanguine, Oui. on appelle ça, c'est-à-dire une hémorragie. Non, il y a des gens, et surtout les enfants, qui doivent recevoir régulièrement des transfusions, parce que leur sang n'est pas adapté, n'est pas à transporter de l'oxygène. Ensuite, je reviens à votre idée, le sang, de quelle couleur il est? Il est rouge. Il est rouge. Ah, très bien, ça me rassure. Non, parce qu'il y a maintenant une certaine musique de certaines personnes qui disent il y a le sang noir, il y a le Ah sang, oui, bon. il y a Alors le ça, sang jaune. alors ça, ce sont des métaphores, docteur. Hein. Non, il croit Ah, réellement. il y croirait. Ah, d'accord. Et lorsqu'on fait le hijama, Oui. c'est ça ce que Ah, d'accord, oui. je fais face quotidiennement à ça. Et le sang Oui. qui est pas bon, ça c'est une notion du Moyen Âge. La bile, je me fais de la bile, ça c'est des trucs. Il y a le sang qui est rouge, uniquement rouge. Pourquoi rouge? Parce qu'il y a une denrée dans le sang qui lui donne cette couleur qui s'appelle l'hémoglobine. L'hémoglobine, Hémoglobine qui se trouve dans des conditions très précises. On a 5 litres de sang, vous ne l'avez pas oublié. Dans chaque litre, il y a à peu près 10 grammes, environ 10 grammes dans chaque litre. Donc ça fait une petite opération de calcul sur 5 litres, 10 grammes. Alors, c'est 10 grammes dans 5 litres. Non, 10 grammes 10 dans grammes chaque dans, litre. dans chaque litre, donc ça fait 50. Ah, Voilà. très bien. Ça Ah, fait ça va, 50, vous avez voilà. voilà. C'est 50 grammes. On a environ 50 grammes d'hémoglobine. Lorsqu'on va faire, et c'est là où c'est important, les gens doivent connaître, quand on dit ah, tu es anémié, c'est pas parce que c'est la voisine qui est jalouse Oui. de vous, ah, Kim Sfara, tu es toute pâle, non, c'est parce que c'est d'abord pour déterminer une anémie, on appelle ça l'anémie ferroprive, c'est la plus répandue, parce que dans l'hémoglobine, il y a du fer, c'est Oui. ça qui est important. Une anémie, c'est biologique, c'est lorsqu'on fait une prise de sang, quel est le taux d'hémoglobine que vous avez dans le sang. Ça, et là, j'ouvre une parenthèse. S'il vous plaît, les femmes qui désirent être enceintes, et je leur souhaite d'avoir un enfant, avant de tomber enceinte, c'est un désir d'enfant, il faut d'abord faire une évaluation de son taux d'hémoglobine. Pourquoi? Il y a des femmes qui ont des taux d'hémoglobine très bas et qui lancent une grossesse. Mais là, moi, à chaque fois, je m'énerve avec les patientes, je leur dis, Tia de Brasek, ça c'est ton problème. Mais il faut savoir que le développement du cerveau du bébé est fonction de la quantité de sang. Alors à ce moment-là, c'est là où on peut avoir des enfants qui sont débiles, idiots et tout ça. C'est à cause d'une anémie qui était présente chez la dame. Et qui n'a pas été traité à temps. Il n'a pas été traité. Elle n'a pas été prise en Ce que charge. je propose, c'est de désir de grossesse. C'est personnel, c'est individuel, mais ce désir de grossesse, on doit se préparer. Moi, je cite toujours le cas lorsqu'on va voyager pour une semaine ou 15 jours. On se préoccupe de l'argent, ou de l'hôtel, mais vraiment le passeport, est-ce qu'il est à jour, tout ça. Et là, on va faire un voyage, la dame va faire un voyage de 9 mois.
elle se lance dans ce voyage. Il y a entre 15 jours et 9 mois, et c'est très important pour avoir un beau bébé en pleine santé. Ensuite, c'est ça qui transforme. Il ne faut pas oublier que le sang, c'est vrai que sa fonction principale, c'est le transport d'oxygène. Mais il y a beaucoup de nutriments, le calcium, le potassium. Et donc, c'est réellement Shabaka, un réseau de transport et qui va dans tout le corps. Autre chose, s'il vous plaît, et là je m'adresse, le sang, ni il s'achète, ni il se vend, et partout dans le monde, la seule source de sang, c'est l'être humain qui offre à l'autre être humain, les femmes aux hommes, les hommes aux femmes et inversement. C'est-à-dire tout être humain est producteur de sang. Comment on produit le sang? Le sang, c'est très important. On a dit 5 litres de sang. Il est filtré quotidiennement. Par quoi? Par les reins. Par les reins, ça c'est. Et le sang, les cellules, les globules rouges ne vivent que 3 mois. Que 3 mois. Et c'est là où 3 mois, c'est là où c'est important dans le sens où les gens qui disent « Ah, moi je suis affaibli, je ne donne pas de sang », que l'on veuille ou pas, le sang va être détruit. Et le cimetière des globules rouges, c'est la rate. Comme on dit. Et le lieu de production, c'est la moelle épinière du dos qui produit tous les 3 mois, le sang est renouvelé. Regardez cette merveilleuse machine, 1000 fois, 1 milliard de fois mieux que ce qu'il y a de plus électronique, intelligence artificielle. Là, il y a une intelligence naturelle. Humaine. Et c'est là, permettez-moi d'ouvrir une parenthèse, quelqu'un a dit, on a besoin d'intelligence humaine, pas d'intelligence artificielle. Ça, c'est ce qui me manque. Donc, vous voyez que le sang, et il n'est pas produit, il n'est pas fabriqué. Ça, on fait des recherches depuis bientôt 100 ans, des années, on n'est pas arrivé à constituer du sang. Le sang ne peut être que grâce aux dons que chaque être humain fait. Et le sang, bon, il y a des groupes sanguins, tout ça, mais ne vous occupez pas de ça. Donnez votre sang. Faites un don de votre sang. Et attention, un sang, quand on prélève du sang, il faut y aller. Moi, je dis, aller dans les centres où on fait de trucs de sang. Et voyez comment que ça se passe. Ne donnez pas votre sang, mais allez voir justement pour lutter contre les idées qui font des idées noires et des idées fausses qui font. Et puis ce n'est que bénéfique, docteur, parce qu'on bénéficie quand même d'un bilan gratuit, on bénéficie si jamais il y a quelque chose d'une orientation médicale. Beaucoup de maladies ont été détectées lors de quelqu'un qui est allé. Il était porteur d'une maladie. Pourquoi? Parce que donnez votre sang. C'est pas n'importe qui, on va. Non, il faut être âgé de 18 ans à 65 ans, il n'est pas porteur de maladie, parce que si on va pas, quelqu'un a besoin de sang. Mais si quelqu'un est en même temps malade, il est hypertendu, il est diabétique, il prend des hormones, je ne vais pas prendre ce sang et le donner à quelqu'un, je vais le rendre encore beaucoup plus malade. C'est pour ça que je dis aux gens, ne donnez pas votre sang, mais allez voir comment que ça se passe, c'est très, 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 très important. Et puis c'est très bien organisé au niveau des centres de transfusion sanguine. C'est pour ça que je dis, il faut aller voir. Qu'est-ce qu'un centre de prise de sang pour des trucs. Allez voir, IACD, allez voir. C'est à ce stade-là, des trucs. Les produits sont stérilisés et on les utilise que pour vous. On les déchire devant vous et on les pratique. Et ensuite, on n'est pas des vampires. Les fameux films de Dracula. Moi, je voyais ça au ciné, je restais accroché au fauteuil. Là, c'est des trucs bien précis. Et ensuite, très souvent, dans notre quartier, dans notre environnement, les femmes qui accouchent, qui sont dans la salle d'accouchement, c'est des femmes en grand danger. On dit qu'elle a un pied dans la tombe et un pied dans la vie. Et vous savez pourquoi? Parce qu'elle a besoin de beaucoup de sang. Et le sang, on s'est habitué chez nous,
Quelqu'un vient frapper chez vous, des amis, de la famille. Écoute, ma femme est en train d'accoucher, ils me font du sang. Pourquoi faire ça? Il faut que les gens aillent donner leur sang. Et ça sera ce qu'on appelle la banque du sang, qui sera filtré, qui sera vraiment un produit extrêmement sain, extrêmement propre. Donc on ne va pas... Et c'est dans... Alors quand une femme est en train d'accoucher, mais pas uniquement les femmes, on parle d'accidents de circulation. Il y a des accidents de circulation. Surtout, on a une artère qu'on appelle l'artère fémorale, parce que le fait... Eh bien, c'est une perte de sang avec pression. Donc, il faut, du lieu d'accident, il faut tout de suite brancher une voie où on fait passer du sang, parce qu'il y a une spoliation, une hémorragie. Voilà, à prendre en charge justement sur terrible. place, Et là, on ne peut faire que s'il y a une banque du sang qui est alimentée. C'est comme une banque de l'argent. Elle est alimentée régulièrement par les citoyens. Et je crois qu'il faut y aller. Il faut y aller. Le sang est quelque chose. C'est la vie. On a l'erreur. On termine sur ça, docteur. Comment? On termine sur ça, oui. On dit aux gens, donnez votre sang, des campagnes, des slogans. Mais expliquez pourquoi le sang est important. Expliquez pourquoi le fait de donner le sang, donner de son sang est important. Et c'est très très bien. Surtout en Algérie, on a fait de très grands progrès dans la gestion du sang. On a une agence nationale, mais c'est surtout, on a une technologie, on a une conscience très importante, et là, on peut être très, très rassuré. Effectivement. En tout cas, merci beaucoup, docteur. On rappelle que les centres sont ouverts. Il y a même des centres ambulants, donc qu'on peut trouver au niveau des places publiques. Même dans les mosquées. Voilà, effectivement, dans les places publiques d'une manière générale. Donc, vous pouvez toujours vous rapprocher de ces centres. C'est très sécurisé. Effectivement. Et donc, on aura plusieurs déjà informations, comme vous l'avez si bien dit, et pourquoi pas donc bénéficier d'un billet gratuit et sauver des vies surtout. En tout cas, merci beaucoup. Docteur, on se retrouve vendredi prochain. De rien. Mais là, la télévision, c'est comme ça, on donne l'essentiel. Hein. Non, vous l'avez vous-même dit, il faudrait qu'on rajoute un module pour les étudiants en médecine. Je crois que les étudiants en médecine ou les paramédicaux doivent venir au niveau de faire des chroniques comme ça, parce que là, on apprend à synthétiser et donner le plus important. Et vous savez ce que c'est, vous êtes enseignante. Merci beaucoup, docteur. Et on se voit vendredi prochain. On continue. Et donc, toujours parlant de santé, nous sommes toujours au mois d'octobre. Et octobre, c'est Octobre Rose. C'est donc la période de sensibilisation au dépistage du cancer du sein. Donc, chacun à sa manière. Et cette fois-ci, c'est une course donc, de solidarité qui a été organisée. C'est un reportage signé Fria Chir. À Bouchaoui, 2 journées de portes ouvertes ont été organisées dans le cadre du mois d'Octobre Rose. Malgré une météo capricieuse, l'événement a su réunir femmes, hommes et enfants dans une ambiance de solidarité et de détermination. On a amélioré notre programme de sensibilisation dans le sens où on traite de tous les volets. On passe du volet psychologique, volet sensibilisation, dépistage précoce, au volet avec la SAMAS, comment, vers qui s'orienter, qui voir si on a un doute, comment procéder aux examens. Donc on a la démarche de sensibilisation de A à Z. Ces moments de partage ont permis de renforcer les liens autour de la prévention et du soutien aux personnes touchées par la maladie. C'est la première fois que je participe à ce type d'événement. Je suis très très contente, même si c'est sous un temps pluvieux, mais raison de plus pour sortir de la maison et avoir une petite activité à l'extérieur. Je trouve que c'est très très bien en Algérie de pouvoir fêter ce type d'événement. C'est pour les femmes, c'est pour nous. Il faut être consciente des choses qui puissent nous arriver dans la vie. Le sport, ça donne la vie. J'ai 19 ans et malgré mon jeune âge, je trouve que c'est utile de s'informer pour aider, pourquoi pas, des personnes de mon entourage. Des bénévoles et des associations et des professionnels de la santé étaient présents pour informer et guider
ceux qui en avaient besoin. Même, il y a des hommes qui sont venus ici. Ils ont demandé, c'est-à-dire des renseignements sur la pathologie. Donc, c'est pas une première, mais on sent qu'il y a un tabou qui s'est cassé. Donc, il n'y a plus de tabou là-dessus. Des psychologues étaient également sur place pour apporter un soutien moral. On a participé par des jeux de société et ça pour aider les participants à se détendre, mais aussi pour sensibiliser à l'aide morale. Une marque de médicaments a aussi participé à cet événement, contribuant à la sensibilisation et la diffusion d'informations sur les options de traitement. Nous sommes là pour mettre à disposition du malade algérien des médicaments, en particulier des molécules innovantes. Sachez que Saïdal a mis à disposition des malades cancéreux des molécules qui sont disponibles au niveau des différents centres anti-cancer et services des CHU qui prennent en charge ces malades-là. Chaque participante a pu trouver des réponses à ces questions et se sentir accompagnée. Cet événement a permis de créer un véritable espace d'écoute et de partage essentiel dans la lutte contre le cancer du sein. Et voilà, c'était donc la marche en solidarité donc, aux femmes qui portent donc le cancer du sein. C'est aussi une course pour sensibiliser au dépistage précoce puisque pour l'instant, c'est le seul moyen de prendre en charge très vite. Donc, si jamais il y a détection de présence d'anomalies. Et cette fois-ci, nous allons nous intéresser à l'écriture, à la littérature. Rappelez-vous, il y a quelques semaines de cela, nous avons reçu des étudiantes qui représentent CAP, donc le club des activités polyvalentes, qui avait lancé un très beau concours d'écriture. Les lauréates et la jury est parmi nous ce matin, à savoir Madame Felin Delossia. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous. Merci beaucoup. Alors, ça a été une expérience un petit peu sous pression, hein, stressante quand on est devant... Oui. Devant la jeunesse, devant la jeunesse et devant aussi des textes aussi beaux les uns que les autres. Exactement, c'était très difficile de faire le choix et on a joué le jeu jusqu'à la fin. On n'a pas le choix, exactement, n'est-ce pas? Exactement. Et parmi nous, l'une des lauréates, il s'agit de Maria Belhamisi. Maria, bonjour. Bonjour. Comment ça va, Maria? Ça va, félicitations. Merci beaucoup. Donc, lauréate dans la langue anglaise. Effectivement. Donc, vous avez proposé un texte. Donc, en langue anglaise. Alors, on va revenir un petit peu sur votre participation, mais je reviens à vous, Fla Andalusia. Alors, autant que jury, vous avez été donc confronté à plusieurs textes, on le disait, magnifiques les uns que les autres. Exactement. N'est-ce pas? Alors, parlez-nous un petit peu comment s'est passé déjà le premier tri, première sélection, pour arriver à la sélection finale. Déjà, ce qui était hallucinant, c'est que je viens du monde technique et puis des années après, on m'appelle de l'école Polytech, voilà, Caplume. Donc c'était émouvant par rapport à ma formation, voilà, de Bebzouar, et je me retrouve toujours dans la technicité. Et puis de découvrir des profils d'ingénieurs avec des textes sublimes, touchants, émouvants, respectant toute la méthodologie de la littérature. Et surtout d'imagination. Là, juste vous me tendez la perche par rapport à un stéréotype généralement que nous avons sur les profils techniques, ingénieurs. On se dit qu'ils n'ont pas forcément la plume légère. Exactement. Parce qu'ils sont plus confrontés à des chiffres, plus. Et pourtant, on découvre. Au fait, la logique, moi je parle de mon cas en toute modestie, informatique, donc je suis algorithmique, binaire, etc. On n'est pas limité. Parce qu'on n'est pas justement dans le classicisme, on n'est pas dans la littérature, donc on n'est pas conditionné. Nous vivons notre passion de lecture et d'écriture. Et je pense que quand on est endoctriné dans une spécialité, quelle que soit laquelle, on respecte plus notre cerveau, il va être un peu conditionné. Et je pense que c'est ça qui a donné la liberté aux jeunes ingénieurs que j'ai lus, qui ont concouru, cette liberté d'imagination en alliant leur technicité, en alliant leur monde, donc des chimistes, des biologistes, c'était hallucinant. On avait que des numéros au fait, c'était l'anonymat total. Voilà. On essayait de deviner, c'est une fille, c'est un jeune homme, c'était l'anonymat et c'était très émouvant. Voilà. Il y a la relève. Voilà, alors Maria, vous avez participé donc avec un texte en langue anglaise et c'était un texte qui portait sur quoi particulièrement? C'était en fait une histoire et ça parlait d'un jeune homme. C'est en fait sous format d'un journal. Donc le jeune homme, depuis qu'il était jeune, il écrivait dans ce journal. Sa psychologue l'avait poussé à écrire.
Et on vit avec lui tout son parcours, dès son enfance jusqu'à son âge adulte. Et on découvre qu'il n'est pas comme tous les autres. Bon, je ne sais pas, le thème de la compétition, c'était le feu. Oui. C'est pourquoi ce feu. Et dans ce thème, je me disais qu'il y avait beaucoup de feux qui pouvaient exister, qui étaient plutôt différents et ce n'était pas exactement ce qu'on pourrait penser. Donc j'ai essayé de décrire le feu de ce personnage à travers toute sa vie, mais aussi à travers ses actions au présent. Et alors, Maria, c'est quand même, j'ai envie de dire, une histoire qui raconte beaucoup de détails. Et je me rappelle que l'une des conditions, d'ailleurs, c'était vraiment de synthétiser, que vous n'aviez pas beaucoup d'espace pour vous exprimer. Donc finalement, comment vous avez pu synthétiser tout cela, résumer tout cela et d'aller à l'essentiel? Parce que là, c'est un parcours quand même qui est riche, on a l'impression. Je n'y avais même pas pensé. J'écrivais. Après, j'ai vu que j'avais atteint les 1460 mots. La limite était de 1500. On est au mot près, là. Je me suis dit, OK, je dois m'arrêter ici. Donc, j'ai trouvé une façon de conclure. Ah bah très bien. Et ça a été pas trop difficile pour vous? Un peu difficile parce qu'au final, je m'étais attachée au personnage quand même. Ah, carrément. Oui. Ah, carrément. Alors pourquoi pas développer le personnage par la suite et en faire pourquoi pas un roman, un livre non? Oui, justement, je travaille déjà dessus. Je suis Bravo. en train d'essayer d'écrire encore plus, davantage, à propos de ce personnage, mais aussi d'autres personnages. Il y avait des personnages qui sont apparus lors de l'histoire, et je pense que de vivre avec une personne comme celui qui est mentionné dans le texte, en soi déjà, c'est une expérience, et ça vaut la peine d'être raconté. Voilà, j'imagine. Alors, je me rappelle que l'une des conditions du concours, c'était de mettre 10 mots obligatoirement dans le texte, et 10 mots qui n'avaient absolument rien à voir avec le texte, justement pour rendre les choses un peu plus, on va dire, compétitives. Ça a été comment? Je me suis lancé un défi d'intégrer tous les mots dans l'histoire. Ah, tous les mots, oui, bravo. tous les mots. Donc j'écrivais et dès que je ne savais pas quelle scène intégrer, je prenais un de ces mots et l'intégrais dans l'histoire et j'ai créé des scènes à partir de ces mots. Ah, très bien. Par exemple, une partie essentielle de l'histoire est à propos d'un piano. Et piano, c'était un des mots dans la liste des mots qu'on devait intégrer. Et j'étais vraiment contente qu'ils nous avaient donné ce mot parce que c'est ce qui a... Une belle transition pour vous. Exactement, oui. Un bon tremplin, une bonne transition pour vous. Alors je reviens à vous, Florence Lucia. C'est vrai qu'il y a eu quand même des conditions assez, on va dire, assez serrées. C'est normal parce qu'il faut mettre quand même les candidats dans le défi. Et justement, c'est ce qui permet au jury aussi d'avoir au moins une référence pour pouvoir donc juger, on va dire, les travaux. Donc, comment vous trouvez l'initiative finalement de ces participants? Je trouve que ça a été vraiment très bien organisé par rapport, c'est-à-dire du début jusqu'à la fin. Donc chapeau bas pour ces jeunes qui étudient, il faut le savoir. Ils auraient pu laisser ça de côté, donc c'est pas évident. Un profil technique qui étudie en pleine année scolaire avec des examens, et ils ont pris le temps et c'était impeccable. Franchement, je les félicite et je continuerai à les féliciter. Donc il y avait des critères de sélection très stricts. J'ai été agréablement surprise. Ils n'ont rien omis. Tout était bien organisé au moindre détail. Donc la seule difficulté pour nous, c'était vraiment qu'il y avait de très beaux textes. Et le choix était très très difficile. On est arrivé avec deux textes, 31 et 26, ex aequo, et il fallait trancher. Et là, c'était très difficile de trancher et de choisir un gagnant pour chaque langue. Et finalement, vous avez procédé comment pour trancher? Nous avons relu. Donc il y a la première lecture, la deuxième lecture, la troisième. Ensuite, quand il restait juste deux ex aequo, donc on a relu 2 ou 3 fois et en concertation avec ma collègue qui était aussi sur la langue française, on a pris des décisions, donc seul d'abord. Ensuite, quand on s'est concerté, on a choisi le même candidat. Vous avez été on va dire, sur la même longueur d'onde dans le choix. Alors, le numéro 26 aussi, c'est une autre jeune fille, finalement. Tout à fait, il y a eu 3 jeunes filles. 3 jeunes filles. On était agréablement surprises. Comment on peut expliquer que ce ne sont que des lauréates cette fois-ci, que des filles qui ont... C'est un hasard, je ne sais pas. Franchement, c'était une agréable surprise. Comme je vous l'ai dit, nous n'avions que des chiffres.
Donc ça représente pour la technicité aussi, Voilà. nous n'avions que des chiffres. Donc vers la fin, c'était 31-26. Et on attendait, comme tout le monde, des résultats avec des noms qui s'affichent. Celle qui a gagné, elle habite en France. Donc, le jour de la remise des prix à sa tante, c'était émouvant, qui est venue prendre les prix. Puis, on a fait une petite visio pour se voir et elle était Alors, peut-être vraiment qu'on va rappeler émue. son nom, son prénom, pour la Exactement. féliciter au moins aujourd'hui. Haddouche, donc c'est Haddouche Shahinaz. Shahinaz Haddouche, donc Shahinaz. Si vous nous regardez ce matin, félicitations pour cette distinction. Alors là aussi, c'était un autre texte très émouvant, Donc, qui parle encore une fois des mots de société. Exactement, de la harga, mais vu à la façon d'un ingénieur, d'un profil technique, donc c'était différent au fait. On n'était plus sur le harga en fait. C'était tellement bien écrit, tellement émouvant. En plus, une fille qui parle de ça. À la fin, on a découvert que c'était une fille. Moi, j'étais sûre que c'était un jeune homme, parce que je ne sais pas, c'était comme ça. Et toute cette sensibilité, etc. Et l'approche était différente. L'approche était celle de quelqu'un de cartésien et c'était très émouvant, très bien écrit. Et ce qui est formidable, c'est que ce recueil hybride qui est né de ces trois concurrentes et les autres qui étaient ex aequo, l'éditeur s'est engagé, Del Koubia, d'éditer après le SILA ce recueil hybride en anglais, en arabe et donc en vous serez français. édité finalement. Ah bah voilà, c'est un très bon début, Maria. Oui, c'était le meilleur prix à mon avis. Ah bah oui. Finalement, trouver son nom comme ça dans les étalages, on va dire, du SILA, du livre, une très belle récompense, hein, finalement. Effectivement, oui, c'est le rêve de trois petites filles au final. Oui, si on va finalement parler à l'enfant qui est en soi. Oui. D'accord, donc finalement là, donc ça va être le recueil, juste les textes qui ont été... Non, pour l'étoffer, il faut plusieurs textes. Donc on va aller, les trois premières, les trois deuxièmes, les trois, non, ce que je voulais dire, c'est que ça va être les textes qui ont été proposés, qui seront édités. Donc il n'y aura pas modification de texte. Non, tels qu'ils ont été. Tels qu'ils ont été, bien sûr. Il y a une commission de lecture, de première correction, mais bon, on va garder l'âme des textes. Et ça sera donc le premier recueil vraiment hybride qui vient d'une école technique d'ingénierie en Algérie. C'est une première, C'est une première, n'est-ce pas? C'est vrai qu'on n'a pas entendu parler de ce genre d'initiative. En espérant que ça se généralise, parce que ça encourage beaucoup de talents qui sont cachés. C'est mon rêve, il y a beaucoup de talents. L'Algérie regorge de talents et j'aimerais que cette initiative soit généralisée dans toutes les universités, pas spécialement techniques ou littéraires, dans toutes les universités, pourquoi pas? Qui sait? Quel célèbre écrivain nous attend au tournant? C'est ça, donc finalement c'est une initiative où on est vraiment en train de piocher, de dénicher, de chercher dans les profondeurs tous ces talents. Sinon Maria, vous êtes étudiante? Oui. En quelle filière? En quelle spécialité? Voilà, donc une autre ingénieure, d'autres chiffres là, n'est-ce pas? C'est ma 5e année. C'est la dernière année? Oui, c'est la dernière. Inch'Allah, Inch'Allah. Donc après, vous allez terminer, j'imagine. Je ne sais pas ce que le futur me prépare, mais j'imagine qu'il y a On peut le façonner, le futur, non? Bien sûr, oui. N'est-ce pas? Voilà, on devient poétique là, mine de rien. Mine de rien. Alors, c'est la deuxième édition. Exactement. C'est la deuxième édition et il y en aura certainement d'autres. Oui, ils sont très motivés, donc ils sont en train de se perfectionner. Chaque année apporte son lot d'expérience et de leçons. Et on était émus par leur dynamisme, par... Franchement, ça m'a touché. Les étudiants, on le dit toujours, ils ne cessent de nous impressionner par leurs activités. La jeunesse est impressionnante et nous avons une jeunesse qui foisonne, qui a beaucoup d'imagination, qui s'accroche à ses rêves et c'est formidable. Le rêve fait vivre, le rêve deviendra réalité et ça nous touche. C'est ce qui s'est passé cette fois-ci, Maria, n'est-ce pas? Un rêve qui devient réalité, effectivement. Mais sinon, Maria, est-ce que vous avez bénéficié par exemple, d'ateliers d'écriture ou c'est juste une passion pour vous, l'écriture finalement? Non, c'est juste une passion pour moi. Bon, j'ai eu certaines opportunités. Par exemple, j'ai publié un article dans un journal. Ah, magnifique. Le journal La Nation, il y a 3 ans de cela, durant le Covid. Mais sinon, non. Et ça a été un article informatif ou juste... C'était un journal de voyage, en fait. Parce que je venais de mon séjour au désert. J'étais à Janet. Donc, j'avais écrit mon aventure du premier jour. C'était ma première fois en avion. Donc, j'avais pris le temps de décrire
tout ce qui me passait à l'esprit et ça s'est fait publier. Mais à part cela, non, ce n'est qu'une passion pour moi. J'ai toujours écrit depuis que j'étais toute petite, mais c'est la toute première fois que ça devient concrètement quelque chose pour moi. Alors, vous avez votre texte sur vous? Oui, j'ai sur mon téléphone. Voilà. Alors, si vous pouvez le partager, partager un petit extrait, pas tout, mais juste un petit extrait avec plaisir. Donc, je vais lire un extrait du milieu, que vous puissiez voir à peu près la mentalité du personnage. September 3rd, 2003. Dear Diary, it seems that I only write to you after being sent to a therapist. What's with them and telling people to write things down? Today was not a special day to me. It was, however, very special to my stupid sister. On her 8th birthday, our uncle had the bright idea of giving her an instrument, a piano to be precise. My family was completely infatuated with how quickly she acquired that skill, and they have remained supportive for the past 4 years. I hated it. Not the attention she was getting. I hated her passion. The passion in her eyes whenever she adjusted herself on that black leather bench. I hated my mother's emotional eyes and my father's stupid "no wrong time for art" rule. And above all, I hated the noise it produced. I decided to get rid of it for the sake of my eardrums. I didn't do anything fancy. I borrowed my father's wire cutter from the garage, waited until I was home alone, and cut the strings. Il est en colère, hein? Très en colère. Finalement. Et il s'appelle comment, lui? Terry. Ah, il est bien en colère. Oui. J'espère qu'à la fin, on a un peu absorbé sa colère, non? Il va falloir lire. Il va falloir m'inviter à lire le texte, effectivement. En tout cas, ça a été un plaisir de vous avoir reçu. Maria, félicitations encore une fois. Merci beaucoup. Inch'Allah, on vous recevra en exclusivité pour votre roman. Inch'Allah, Inch'Allah, je ne dirai pas non du tout. Inch'Allah, marhaba bik, vous êtes chez vous. Là, c'est toujours un plaisir de vous compter parmi nous. Et puis on vous remercie d'être là aux côtés des jeunes et de les encourager. C'est un devoir et un plaisir. Voilà, de les encourager surtout à aller de l'avant. Merci beaucoup bonne encore journée. une fois et félicitations donc à la jeune fille qui nous regarde ce matin. Shahinez, c'est ça. Shahinez, tout à fait. Voilà, en tout cas, merci beaucoup d'avoir été parmi nous ce matin. On continue. Et cette fois-ci, ça va être une balade qu'on vous propose à travers ces magnifiques images et on se retrouve juste après. Et voilà, donc de retour sur le plateau et cette fois-ci, c'est une initiative un peu particulière de laquelle nous allons parler, une initiative qui met en valeur le produit algérien à travers une foire dont l'intitulé est très typique, on va dire, très particulier à la culture populaire algérienne, Zawali Oufhal, et nous en parlons ce matin en compagnie donc de l'initiateur Sidi Ahmed Zeroual. Bonjour, bienvenue à vous. Bonjour, merci beaucoup de me recevoir, c'est gentil. Alors on disait Zawali Oufhal, ça fait partie intégrante de la culture populaire algérienne. Exactement. N'est-ce pas? Exactement. Zawali Oufhal, c'est tout le monde qui connaît cette expression. Cette expression, c'est oui. pour ça qu'elle a été réfléchie et intitulée le titre de la foire, parce que c'est une foire dédiée aux Zawali, qui est très important. Nous avons ramené les plus grandes marques d'Algérie que je remercie personnellement, pour qu'ils puissent
faire de la vente directe à prix de gros, que beaucoup de marques connues et très très connues ont joué le jeu. Ça nous a fait beaucoup plaisir. Alors on rappelle que ce sont des marques 100% algériennes. Donc là, c'est vrai que c'est un concept qui revient de plus en plus souvent ces dernières années, où on fait la promotion finalement du produit algérien, parce que reste que le produit algérien nous donne beaucoup de choix, beaucoup de qualité, n'est-ce pas? Oh, carrément. On est arrivé à un stade où le produit algérien inonde notre pays de l'autre côté de la Méditerranée. Les marchés internationaux. Exactement. Et même en créer des polémiques, n'est-ce pas? On crée des grosses polémiques qui dérangent, qui dérangent, mais qui nous fait plaisir à nous. C'est une fierté pour chez nous, pour notre pays. Et j'espère que beaucoup plus de marques pourront faire la même chose. On fait en sorte de se faire connaître de partout. Nous sommes là, main dans la main, pour avancer, pour aller très loin. C'est une foire que j'aimerais la faire au niveau national. Oui. Qui me tient vraiment à cœur. Mon équipe, quand je dis moi, c'est mon équipe et moi, parce que on est une équipe où il n'y a que des jeunes et qui veulent, qui vivent ce projet et qui veulent aller très loin. Il ne faut jamais oublier d'où l'on vient. Oui. C'est pour ça que je dis toujours Zawali Oufhal. Donc, je suis, moi personnellement, fils de Zawali et fier de l'être. Et Fhal en même temps. Je suis un garçon qui est né, qui a grandi en France. Aujourd'hui, j'ai quitté la France pour entrer dans mon pays d'origine, qui est mon pays et que je ne lâcherai jamais. Donc c'est très 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 important, avec ce qu'on a appris là-bas, de le ramener ici. Parce qu'aujourd'hui, comme dit notre cher président, M. Abdelmajid Tebboune, l'Algérie nouvelle, c'est très important. C'est nous l'Algérie nouvelle, c'est nous, c'est personne d'autre. C'est nous les jeunes. Donc on fait tout pour avancer, sans oublier personne, qui est très 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 important. Sans oublier personne, effectivement, c'est très important ce que vous dites là, justement. Sans oublier personne, c'est une foire là où vous voulez vraiment donner finalement l'occasion et la chance à tous, parce que c'est vrai qu'il y a des produits qui sont très intéressants, mais un petit peu timides sur le plan marketing, on va dire, et c'est une foire qui va finalement donner de la visibilité à d'autres marques qui sont très intéressantes, encore une fois, algériennes. Bien sûr, on aurait pu prendre que des grosses marques. Oui. On ne l'a pas fait. Comme on dit, il faut donner la visibilité à ceux qui sont plus petits. On a pensé aux grosses marques, aux artisans. Oui. Attention, il ne faut pas oublier les artisans. Ils ont une place ici en Algérie, ils ont une place de se faire voir, de se faire connaître. Donc on a donné la chance à tout le monde. Et là, c'est pas très 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 grand, mais le but c'est d'en faire une très 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 grande et de faire les 58 wilayas, Inch'Allah, comme on dit. Donc ça va être itinérant? Vous la voyez plutôt itinérante cette foire? Bien sûr, bien sûr, c'est très très important. Enfin, moi je la vois sur 58 wilayas, tout simplement. C'est comme ça que je la vois, avec l'aide de ceux qui sont avec nous, qui nous soutiennent mentalement, tout, ils sont là. Franchement, ça fait vraiment plaisir de voir autant de gens, sans citer de nom bien sûr, qui nous donnent la main, qui nous poussent et ils arrivent à ne pas me faire dormir. C'est très très important. Parce que aujourd'hui, on est en Algérie, pour moi le meilleur pays d'Afrique, on n'a rien à dire. Le seul hic qui est très 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 important ici, c'est le Zawali. Il faut que personne se sente Zawali. On est capable. Alhamdoulilah, on est un pays main dans la main. Moi, en tant que franco-algérien, si on peut appeler ça comme ça, je ne me sens pas franco-algérien, je me sens algérien, plus algérien que franco. C'est très important d'aller jusqu'au bout des choses. L'Algérie nouvelle, comme on dit, on a les capacités, on a les moyens, on a tout. Effectivement, surtout qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de dispositifs d'aide aux jeunes pour pouvoir donc réussir dans leur investissement dans tout type de domaine confondu, effectivement. Alors, la foire, elle va débuter aujourd'hui. Inch'Allah. C'est sur 2 jours. Exactement. C'est aujourd'hui et demain. Alors, c'est suffisant, 2 jours? Pour une première, on va dire. Pour une première, au centre commercial Quds, c'est suffisant, je pense, pour une première.
Après, par la suite, essayer de voir si on peut faire un peu plus longtemps. Mais il faut que tout le monde suive, malheureusement. On peut pas tout faire comme on veut. On peut pas faire comme on peut. On fait comme on peut, pas comme on veut, malheureusement. Donc, mais c'est déjà très très bien ce qu'on a réussi à faire. Personnellement, je suis fier de tenir ce projet avec tous les jeunes avec qui je travaille, que je remercie d'ailleurs. Ils font un boulot formidable. Et on va vivre cette aventure. Certainement, sur 2 jours déjà. Et puis, comme vous l'avez si bien dit, Inch'Allah, ce sera une aventure itinérante. On pourra vous voir un petit peu sur les 58 wilayas. Sinon, il y aura combien de participants pour aujourd'hui et demain, Inch'Allah? Pour aujourd'hui, il y en a à peu près 25, 24, 25, parce que l'endroit ne nous permet pas de mettre plus de personnes. L'espace nous met pas, on peut pas, quoi. Et déjà, ce qu'on a réussi à faire, je vous promets, c'est pas facile. Donc, moi, personnellement, M. Zeroual, je demande à toutes les personnes d'Alger de venir nous visiter. Encourager surtout. Encourager, donner la force à nos participants, artisans, grandes marques, petites marques, tout le monde. On a besoin de tout le monde. Comme on dit. Effectivement. Alors, ça va être les mêmes participants pour aujourd'hui et demain? Exactement. Ça va être les mêmes participants. D'ailleurs, il me reste quelques espaces que j'aimerais que les artisans, les petits artisans qui viennent, ça me ferait plaisir et je leur offre moi l'espace pour essayer de leur donner un coup de pouce. Et voilà. Alors, le plus important, c'est déjà, on cherche encore une fois la visibilité et donc encore une fois promouvoir le produit algérien, on l'a si bien dit, le produit algérien donne beaucoup de qualité et beaucoup de diversité. Surtout, alors ce sont des participants qui vont proposer des produits de quel type particulièrement? Quel type de produit? Quel type de produit? Quel type de service? S'il y a des services? Il y a comme la pâte à tartiner. Oui. Par exemple. Oui. La pâte à tartiner, il y a des produits de... Alors il y a plusieurs dérivés de pâte à tartiner aujourd'hui. Hein, bon, on revient aussi aux anciennes pratiques, la pâte à tartiner à base de cacahuètes, à base de noisettes, à base d'amandes. On revient un peu finalement aux recettes de grand-mère. Hein. Exactement. C'est des recettes qui sont très importantes. Oui. Il ne faut jamais oublier qu'avec rien, ils ont tout fait. Oui. Que moi personnellement, que je respecte énormément cette marque, parce que vraiment c'est magnifique ce qu'ils ont fait. Ils ont quand même inondé, c'est le mot, hein. Ils ont inondé. Et je leur souhaite de tout cœur, mais vraiment de tout cœur, d'aller encore plus loin, parce que c'est vraiment des gens formidables. Ils n'ont pas hésité une seconde. On leur a dit Zawali Oufhal, oui. Pourtant, il y a d'autres foires avec beaucoup plus d'ampleur qui sont aujourd'hui et hier. Et ils n'ont pas hésité à dire non. Et ça, c'est vraiment, ils méritent vraiment d'être au top du top. Ah bah, c'est ce qu'on espère aussi. Alors, on rappelle qu'il y aura plusieurs propositions de plusieurs produits, donc des produits alimentaires, des produits cosmétiques certainement. Alors, il y a aussi un grand retour vers les recettes de grand-mère quand il s'agit de produits cosmétiques. On rappelle le rendez-vous, donc c'est aujourd'hui, demain, au niveau du centre commercial El Quds de Chiraga. En tout cas, on vous remercie d'avoir été parmi nous ce matin. C'est moi qui vous remercie. On vous souhaite une très très belle continuation. Merci La beaucoup. prochaine fois, Inch'Allah, quand on vous recevra, vous auriez fait le tour des 58 wilayas. Inch'Allah. Inch'Allah. C'est le but en tout cas. Inch'Allah, en tout cas, j'invite tout le monde à venir. C'est très très important. Venez de nous donner la force. Et Aouno Kima Aouno. Voilà, effectivement, en tout cas, une très très belle continuation. Inch'Allah, et belle réussite pour cette première édition, on rappelle, aujourd'hui et demain. Merci encore une fois, c'est Ahmed Zeroual d'avoir été parmi nous ce matin. On continue, cette fois-ci, ça va être un reportage de notre ami Hamid Rabouh et on se retrouve juste après. El-Ksa ou le-Mlahfa, une des composantes du patrimoine vestimentaire féminin, est toujours en vogue à Mascara. El-Mlahfa est une étoffe qui s'enroule autour du corps de la femme, couvrant ses épaules et ses cheveux. El-Ksa est le témoin de notre appartenance culturelle et sociale à notre pays, l'Algérie, mais aussi à notre continent, l'Afrique. Ce patrimoine vestimentaire qui a traversé des siècles et des générations demeure une tradition bien ancrée dans la société locale et résiste à l'oubli.
Existant depuis des siècles, ces costumes traditionnels comprennent plusieurs variantes. El mlahfa ordinaire, utilisé souvent par des femmes au quotidien. El marma se distingue par ses coutures variées et surtout portées dans les fêtes et mariages. Comme toutes les villes de l'Algérie, Mascara a connu le haïk comme vêtement féminin traditionnel sous le nom de l'ksa. Une pièce ou une étoffe d'une pièce de 2 mètres sur 2 mètres portée de la tête jusqu'aux pieds, enroulée par les épaules jusqu'à la tête, laissant c'est-à-dire une dimension d'œil quand on regarde de la femme. On appelait ça el-awina. Les différentes haïks connus en Mascara, l'ksa, le marma qui est porté dans les fêtes. L'ksa, elle est portée quotidiennement. On a aussi le magroun. El-Ksa ou El-Mlahfa ne traduit pas seulement l'authenticité des traditions locales et la noblesse de la femme de la région, mais caractérise également un certain aspect fraternel et convivial des liens sociaux qui a réussi à résister au temps et à ces changements de style. Et voilà, c'était donc un reportage de Hamid El-Bouh, lui qui est revenu sur ce symbole finalement vestimentaire, particulièrement connu pour le symbole de la révolution, n'est-ce pas Sihab? Tout à fait, j'ai reconnu la ville de rattaché la ville de Mascar, oui. Et une très très belle ville à visiter, à connaître, là où il y a une source légendaire qui est Aïn Ben Sultan, une vieille légende quand même. Alors pour le haïk, oui, c'est un véritable symbole de la révolution ainsi que le koufan. Et c'est pour ça qu'il y a souvent cette image qui revient avec la femme qui porte le koufan. Entre guillemets, زمان ma grand-mère الله يرحمها كانت يلبسوا الحايك يلبسوا الصاك الله والصالون voilà. Donc il ne s'agit pas de koufan. Le koufan c'est pour les hommes, hein. Mais bon, symboliquement parlant, l'image a marché. Seulement qu'ils يلبسوا الحايك ماشي قفا صاك. الله الله ولا جاب شبيكه. Voilà, باش نصحوا المفاهيم. C'est ça que je voulais à tout prix vous faire réagir par rapport à ce sujet. En tout cas, c'est un plaisir de vous recevoir, Sihab, cher ami. C'est réciproque. Comme chaque vendredi. C'est réciproque. Vous allez bien? On va très très bien. Alors là, on était quelque part à l'ouest, donc à Mascara, là où on a reconnu un petit peu la vidéo, plutôt les images de notre ami Hamid El-Bouh. Et on va se déplacer vers l'est du pays. On va rester à l'intérieur du pays et on passera du côté est. Voilà, du côté est, on va retrouver des prénoms. Oui, alors un prénom qui frôle la superstition, qui pratiquement, j'ai envie de dire, qui n'existe plus, sauf chez les personnes qui ont dépassé les 40 ans. Voilà, alors c'est le prénom de Cessia et Cessie. Alors ce sont des prénoms qu'on retrouve à partir de Sétif. Alors à partir de Sétif, en allant vers Batna, donc passant par Barika, Marwana, Aïd Mlila, on va le retrouver aussi du côté de Biskra, du côté de Guelma, Soukras, Tebessa, mais pas beaucoup sur le littoral, d'accord? Alors, c'est quoi cette histoire de Cessi et de Cessia? Il faut savoir que Cessi, c'est celui qui demande l'aumône. D'accord. D'accord. Alors, comment ça se fait? Comment ça se fait qu'une maman ou qu'un papa donne un prénom pareil à son enfant? En fait, il y a une histoire qui se cache derrière. Zman, je vous parle de 2 siècles derrière, chez le Barah ou le Barah. Donc, Zman, il y avait ces femmes-là qui n'enfantaient pas régulièrement et qui n'arrivaient pas à avoir d'enfants première année de leur mariage, seconde année, 3, 4, 5 ans, elles risquaient de se faire répudier. Donc à une certaine époque, il y avait la femme qui était responsable de la grossesse. Et du coup, كانوا يروحوا يزوروا
Il y avait certains adriha, donc il y avait certains apôtres soufis et certains mqamat qui étaient dédiés pour les visites pour les femmes stériles. Donc il y avait des rituels à faire, il y avait une certaine eau à boire d'un certain puits, etc. Et يقولوا راح تتساسي. D'accord. يعني راح تطلب في الضنايا. راح تتساسي. Elle est partie demander que puisse Dieu, parce que ce n'est pas l'Wali Salah, Ce n'est pas l'Wali Salah, c'est effectivement. Dieu, d'accord? Elle est partie à ce mqam faire le rituel pour avoir justement, si jamais elle tombait enceinte, et si jamais elle enfantait, parce que ça marchait, hein, parce que quand il y a une niya, ou quand une niya تغلب هذوك اليامات, donc quand elle allait avoir cet enfant, elle était obligée par superstition, pour qu'il puisse vivre, de l'appeler Sassi ou Sassia. C'est-à-dire, c'est celui pour lequel on a fait le rituel. D'accord? Et c'est pour ça que Sassi et Sassia, vu que la tradition et la croyance a disparu, le prénom avec. Oui. فهمتي كيفاش. Donc, Voilà. عندنا Sassi et Alors Sassia. ça c'est un prénom que je connais très bien parce que je vais dire, allez, mon petit frère de cœur, parce que c'est un voisin avec qui nous avons grandi, qui s'appelle Sassi. Très bien. Et ça nous a toujours paru bizarre, c'était la première fois que nous avions Vous avez entendu voilà. ce genre de Alors prénom. aujourd'hui, il doit avoir la trentaine, probablement. Voilà, bon, pas mais, moi, hein. Mais voilà, pas moi, la trentaine, mais je vais dire que il porte le prénom de son grand-père. Voilà, il faut l'expliquer. Voilà, il faut l'expliquer. Voilà, maintenant, c'est des prénoms. La jeune génération, si toutefois il y a un 0,099, quelqu'un qui porte ou un enfant qui porte, c'est-à-dire qu'il porte un prénom d'un aïeul. Donc c'est ou bien un grand-oncle, ou bien un grand-père, ou le beau-père, etc. Mais voilà l'histoire de Sassi et de Sassia, un prénom devenu très célèbre dans un film de l'Est algérien, n'est-ce pas, de Kahla Oubeda, avec Sassia Lazim Troh. Alors là, il y a aussi notre ami Klimo qui vient me faire rappeler un adage qu'on dit souvent, je connais Sassi mais il a. Exactement. Donc je connais pas le Sassi mais il a. Donc vous voyez qu'il y a, du moment qu'ils sont dans les adages, dans les maximes algériennes, c'est un prénom qui a marqué une époque. Donc c'est un prénom qui a véritablement existé et il existe dans les deux formes, c'est-à-dire dans la forme masculin et féminin aussi. Alors là aussi, Clément vient de me rappeler que cet adage, je connais Sassi Maïlab, c'est le joueur. Donc, Sassi, Clément, tu me rappelles juste, s'il te plaît, son nom. Haouzmani, voilà, pour ne pas écorcher le nom. Voilà. Donc, ce sont des prénoms qui ont marqué l'Algérie, c'est-à-dire on ne va pas trouver Sassi en Tunisie, ni dans d'autres pays, ni en Libye et tout, c'est typiquement est-algérien. Et je viens de vous dire pourquoi Sassi, donc donc automatiquement, donc celui qui cherche à enfanter, et dès que l'enfant est là, il s'appellera. Voilà, comme quoi on revient toujours. La même tradition existe sur Azé. Je ne sais pas si j'ai beaucoup de temps. Oui, j'ai encore. On m'a pas dit encore. D'accord. Donc on a encore très rapidement, j'ai envie de dire que la même, enfin pas exactement la même, mais la même croyance, j'ai envie de dire, existe à la Casbah d'Alger à une certaine époque, qui dit Baba Salem. Il dit Bambara Baba Salem, la femme qui cherche à enfanter Tnottashtah. Alors, si elle danse à la Baba Salem, on dit qu'elle aura un garçon. On dit qu'elle aura un garçon à condition de l'appeler Salem. Parce que Djabtou ala Baba Salem. D'accord. Donc, vous savez que Baba Salem, ce rituel qui passait dans les quartiers, dans les patios, dans les grandes maisons, etc., avec son tambour, sa banga, etc., avec Karkabou, des fois avec un bœuf qu'on ornait, etc. Donc, c'est tout un rituel. Et ça existait beaucoup à la Casbah. Et la femme qui dansait à l'iqar, donc sur le tampon et les rythmes de Baba Salem, elle cherchait à enfanter un garçon, mais seulement, il faut qu'elle l'appelle Salem. Et à chaque fois qu'il dit Diwan, parce qu'on parle de Diwan, hein, la maison Bambara, etc., c'est le Diwan d'Alger. À chaque fois qu'il y a le Diwan, il faut qu'elle danse. Voilà, ça c'est des rituels, ça c'est des croyances. C'est des croyances, effectivement. Oui, c'est des rituels et c'est des croyances qu'on a un petit peu marginalisées, un petit peu oubliées. Quand on dit croyances marginalisées, il n'est pas, on ne va pas les refaire, on ne va pas les ranimer, mais
ça existe. Donc, et c'est bien aussi de les écrire parce que c'est un livre ouvert sur une certaine société d'une certaine époque. Justement, Siam, j'allais en parler par rapport à la transcription de toutes ces croyances, de tous ces rituels. Parce que c'est vrai que si le prénom va disparaître, donc toute l'histoire va disparaître avec, alors que ça fait partie intégrante finalement d'un patrimoine. Tout à fait. C'est pour ça que je vous dis que le prénom est un patrimoine à part entière. C'est un patrimoine immatériel. Parce qu'il vous raconte une anecdote, il vous raconte une société, il vous raconte une légende ou un rituel. Donc laissez les prénoms vivre et essayez de raconter l'histoire de chaque prénom. J'ai comme envie de dire qu'une transcription de toutes ces anecdotes qui tournent autour d'un choix d'un prénom et pourrait être aussi un outil de recherche pour des recherches académiques. Pour les anthropologues aujourd'hui, pour voir un petit peu l'évolution d'une société particulière. Exactement. Alors, Salem, ça a existé les années 40-50 à la Casbah. Hein. C'est pas, il n'y a même pas un siècle, j'ai envie de dire. Donc, 1940-1950. Salem, c'est un prénom qui existe toujours. Il existe toujours, d'accord. Il existe toujours. Ok. C'est pas Salim. Hein. Salim, c'est complètement autre chose. Oui, c'est pas Salim, c'est Salem. Voilà. Alors, Salem, زعما جابتو على بابا سالم. بابا سالم كي يجي يضرب, il faudrait qu'elle danse. Une fois qu'elle danse, à chaque fois, si elle a un garçon, maintenant elle va l'appeler non seulement Salem, mais à chaque fois que j'ai dit il faut qu'elle danse. Alors là, c'est un engagement à vie, hein, voilà. C'était alors le S d'aujourd'hui. Sassi et Salem, voilà. Ah ben, pourquoi on n'aurait pas pensé à ça, hein. N'est-ce pas? C'est fou. Oui, c'est quelque chose de... En tout cas, c'est un plaisir de vous compter parmi nous chaque vendredi. Siham, au moins, on a plus d'éclairage et on voit que finalement, ces générations d'avant avaient toujours, comme vous l'avez si bien dit, Nia. Il y avait toujours quelque chose qui était rattaché à un contexte particulier, à une histoire particulière. Ça marchait en fait, Nia. Ça marchait, oui. Nia, ça marche, ça donne toujours. Nia. Ah ben voilà. Alors, ça marche moins parce qu'on a moins de Nia finalement? Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Je ne sais pas. Oui. On calcule peut-être. On calcule tout. Peut-être qu'on calcule, oui. On devient une société de consommation et de calcul. Peut-être. Enfin, je ne sais pas. Mais je ne sais pas. En tout cas, ça marchait à une certaine époque. Et puis, tout à coup, par magie, tout a disparu. Les prénoms avec. Oui, et justement, est-ce qu'il y a un projet, je ne sais pas si vous avez l'information, s'il y a un projet, par exemple, de faire un recueil de ces prénoms. D'abord, ils sont jolis, d'abord, ils sont beaux. J'ai commencé, mais je me suis tellement noyée que je n'ai jamais pu finir. C'est immense. Moi, je pense qu'il faut créer un laboratoire et une recherche sérieuse. Voilà. Je ne dis pas que ma recherche n'est pas sérieuse. On va dire un peu dépassée par les événements. Académique. Voilà. On va dire alors, académique. Il faut créer une équipe, pourquoi pas? Ah oui. Ah oui, très important. Parce que je pense que il y a du travail, il y a de la matière, et c'est encore un terrain vierge, qu'on le veuille ou pas. Oui. Voilà. Oui. Et c'est quelque chose qui peut ouvrir les portails grands ouverts sur notre ancienne société. Et c'est vrai que la littérature, on ne s'intéresse pas forcément aux prénoms. Non. Il y a Mohamed Dib dans L'Arbre à dire, elle a commencé à s'intéresser un petit peu à l'origine des prénoms. Mohamed Dib, Mustafa Al-Sharaf, etc. Et puis, pour eux, c'est facultatif, alors que non. Dans la sociologie même, c'est propre c'est l'image du fenêtre. C'est-à-dire, ouvrez derrière le prénom, vous allez trouver un rituel, vous allez trouver une tradition, une croyance, une époque, une période. Voilà, à chaque fois, on est impressionné. Oui. À chaque fois que vous nous racontez l'histoire du prénom, on est complètement impressionné. Du moins, moi, je suis complètement impressionnée par toutes ces informations, parce qu'on n'y pense pas. Non, on n'y pense pas. On ne les connaît pas. On ne les connaît pas. C'est des traditions qui ont disparu, et du coup, les prénoms reculent. Il y a une génération qui porte Salem, Sassi, Sassia. Si cette génération va disparaître, elle est appelée à disparaître. Oui. Donc, quand cette génération n'existera plus, le prénom avec. Et le rituel. C'est-à-dire qu'on oubliera toute une société durant les années 1800 ou 1900. Appel en urgence finalement aux anthropologues au moins d'immortaliser toutes ces recherches, tous ces prénoms et tous les contextes qui tournent autour. Exactement. Merci beaucoup. C'est avec plaisir, Siham. Siham, on se retrouve vendredi prochain. Inch'Allah, sûrement, Inch'Allah. Inch'Allah, avec d'autres prénoms. Une idée. Alors Siham, elle est... Non, moi c'est le flair. Voilà, c'est le feeling, c'est le feeling du moment.
Vous penserez à Nour Houda pour la prochaine fois? Peut-être, oui. Voilà, je vous raconterai probablement comment on m'a appelé Nour Houda. Ah ok, moi c'est avec plaisir, oui, avec plaisir. Merci mon Voilà, ami. en tout cas, merci beaucoup, cher ami. On se retrouve déjà pour l'émission Patchwork. Inch'Allah. Et puis pour en compagnie des enfants. Oui, alors Avec le conte est bon. Le conte est bon, c'est donner la parole à l'enfant. Là, la différence qui existe entre le conte est bon et les autres histoires de contes ou les autres émissions de contes, en fait, le conte est bon, c'est l'enfant qui construit l'histoire et non pas autre chose. Voilà. Il est là pour construire l'histoire. Il a le micro, donc c'est à lui de dire. S'il choisit que l'héroïne porte une robe rose, elle portera une robe rose. Ah bah. Libre créativité, Ah bah oui, exactement. finalement. Comme En tout cas, merci beaucoup, Siham. On se retrouve très bientôt. Inch'Allah. Déjà, Merci Patchwork beaucoup. pour le compte est bon et vendredi prochain Merci. pour d'autres prénoms. Merci beaucoup, Siham. On continue, on va se retrouver pour la dernière station de cette matinée. Mais avant cela, nous allons nous intéresser donc à l'école de l'intelligence artificielle et c'est Hamid Rebouh qui s'y est intéressé dans ce reportage. A inventé des objets permettant à ces attributs d'être amplifiés, comme la voiture, pour se déplacer plus rapidement et plus loin. L'intelligence artificielle, de son côté, représente une extension de l'intelligence humaine, incorporant la logique et la capacité du calcul des ordinateurs. L'intelligence artificielle est en passe de devenir la technologie clé de l'avenir. L'intelligence artificielle regroupe un ensemble de théories et différentes techniques informatiques pour simuler l'intelligence humaine. Jouer, traduire des langues étrangères ou prévoir la météo. Donc, il y a plusieurs définitions pour l'intelligence artificielle, mais on va essayer d'utiliser la définition la plus simple. Généralement, je préfère celle-là. C'est un système intelligent, c'est un système qui permet de résoudre des problèmes que l'informatique traditionnelle n'a pas réussi de le faire. Je vais donner un exemple. Avec l'informatique traditionnelle, il était un peu difficile de concevoir un système qui comprend le langage naturel. Donc il y a eu des efforts, même à base de l'IA traditionnelle, mais qui n'ont pas eu beaucoup de succès. Mais avec l'IA moderne, avec l'intelligence artificielle moderne à base de données, c'est l'IA numérique, on a réussi à avoir des systèmes comme le ChatGPT qui sont capables de mener une conversation avec un être humain de façon très fluide et de façon très efficace. L'intelligence artificielle est présente dans des smartphones, des ordinateurs, des tablettes, les systèmes de navigation, le transport, les finances. Elle est même présente dans le domaine de la santé. L'idée de machines capables de penser est née au XXe siècle. Dès 1950, c'est au tour des scientifiques anglais et américains d'imaginer des machines pensantes. Les années 60 et 70, l'intelligence artificielle apparaît dans la culture populaire, surtout dans les films de science-fiction, comme l'Odyssée de l'espace ou Star Wars. Les années 90, l'intelligence artificielle réintègre les laboratoires de recherche par le progrès de l'informatique ou le big data. L'intelligence artificielle Deep Blue bat le champion du monde d'échecs de l'époque, Kasparov. Au cours de la dernière décennie, les améliorations techniques développent la performance d'algorithmes. C'est l'ère du deep learning. On trouve comme exemple l'algorithme de reconnaissance faciale de Facebook ou l'algorithme de voiture autonome. Donc l'IA, ça date de très loin, donc ça date des années 40.
Donc, il y a déjà, donc, comme je viens de le dire, Alan Turing, il pensait à des systèmes intelligents. Donc, il y avait aussi l'IA symbolique, c'est à base de règles. C'était l'IA qui était interprétable ou l'IA transparente. Et après, il y avait l'IA à base de données. Donc, il y avait les réseaux de neurones dans les années 80, etc. Et en ce moment-là, donc, nous avons l'IA à base de systèmes très puissants. C'est l'IA numérique à base de deep learning et toutes les technologies qui viennent avec, les large language models, etc. Aujourd'hui, le champ des applications de l'intelligence artificielle est immense. Les questions éthiques évoquées à partir de 1970 sont plus que jamais d'actualité et doivent faire réfléchir au statut des futures intelligences artificielles. Et voilà, c'était donc l'école de l'intelligence artificielle et c'est notre ami Hamid Rebouh qui s'y est intéressé. Cette fois-ci, nous allons revenir à l'actualité du mois qui est liée donc à la sensibilisation au cancer du sein, Octobre Rose. Alors, je vous le disais, les étudiants font un travail considérable sur le terrain afin de sensibiliser à cette question et l'école supérieure algérienne des affaires n'est pas en reste puisque les étudiants se sont aussi réunis afin de sensibiliser autour de cette question. Nous en parlons ce matin en compagnie donc, de Yamina Meriem Ben Abdelouahab. Yamina, bonjour. Bonjour. Comment ça va Yamina? Étudiante en première année, n'est-ce pas? Et déjà dans le mouvement associatif, déjà dans la sensibilisation. Alors oui, effectivement, je viens tout juste de prendre mon envol aux études supérieures et j'ai donc eu l'honneur d'intégrer cette grande école, très bien réputée en Algérie ou ailleurs. Et moi et mon amie Méline. Effectivement, Méline Azouk qui nous rejoint aussi. Méline, bonjour. Bonjour. Comment ça va Méline, pardon. Alors Méline aussi en première année, n'est-ce pas? Et sciences de gestion toutes les deux. Et on a très vite compris en première année que le mouvement associatif et la sensibilisation est très très important, n'est-ce pas? Alors parlez-nous un petit peu de cette initiative, sachant que c'est une initiative personnelle. Exactement. N'est-ce pas? Ça a été vraiment bénévole. On a eu cette idée entre nous. On a commencé à en parler. Après, on est parti dans le cadre de l'administration pour plus se renseigner. Et on nous a dit que c'était complètement possible de pouvoir faire ça. Et du coup, moi et Amina, on a décidé de faire ça avec d'autres camarades à nous. Et on a fait ce bel événement avec plusieurs médecins qui sont venus à l'auditorium nous expliquer la dangerosité de cette maladie, comment prévenir cette maladie, etc. Alors Yamina, comment vous êtes organisé le contact donc, avec les médecins donc, pour pouvoir donner ce bel événement? Alors, on a vraiment eu une durée très concise pour pouvoir préparer l'événement. Donc tout était fait très rapidement, etc. Mais grâce à nos différents contacts, l'administration qui nous a beaucoup aidés justement, les médecins ont très vite été trouvés, l'auditorium a été... Les médecins ont été très ouverts donc, à vos propositions. Ils ont été ouverts de façon bénévole à venir faire un discours et montrer un diaporama et nous expliquer cette maladie, comment pouvoir la diagnostiquer, comment s'auto-diagnostiquer, etc. Et on a essayé de réunir le maximum d'étudiants et de personnel d'administration, etc., afin de pouvoir les sensibiliser, puisque malgré tout, ce n'est pas un sujet auquel les jeunes s'intéressent fortement. On entend juste des petits échos par-ci, par-là. Et du coup, on a voulu vraiment marquer le coup en les sensibilisant. Voilà, alors justement, Méline, on sait très bien que lorsque nous sommes étudiants, on a beaucoup de pression, d'autant plus que c'est la période des examens, des préparatifs des examens et la période des examens. Et là, comme le dit si bien Yamina, vous avez essayé de rassembler le maximum d'étudiants et d'étudiantes aussi, afin de les sensibiliser à cette question. Alors comment vous avez pu drainer l'intérêt des étudiants pour pouvoir participer à votre événement? En fait, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a décidé de partir directement en contact des étudiants et pas seulement leur envoyer un mail pour leur dire qu'à telle heure, à l'auditorium, il y aura ceci, cela. On a décidé de partir chez les étudiants, leur parler, les prévenir en leur disant, voilà, il y a ça. Et surtout chez les hommes, parce que les hommes ne se rendent pas compte, mais même les hommes peuvent être atteints, même si c'est moins d'1%, mais ils peuvent quand même être atteints. Donc on a essayé de communiquer ça vraiment face à face pour qu'ils puissent plus se rendre compte. Et du coup, on a essayé de demander à tout le monde d'être
à l'affût et de venir. Et grâce à ça, il y a eu pas mal de personnes qui sont venues et j'en suis très fière et très contente. Ah ben certainement, parce qu'on arrive quand même à atteindre ses objectifs, n'est-ce pas Méline? Alors, Yamina, donc vous avez pris contact vous-même avec les médecins, mais finalement, d'où vient cette initiative? D'où vient votre envie et votre intérêt de traiter ce sujet au sein de votre école? Alors, tout d'abord, le mois d'octobre, il est nommé Octobre Rose dans le monde entier. Et c'est vrai qu'à l'ESA, on n'a pas forcément des personnes qui en parlent, ou etc., malgré que ce soit une école vraiment qui soit remplie d'événements, etc. Du coup, on a voulu faire cet événement du coup, pour toucher le maximum de personnes. Et on est là aujourd'hui pour justement mettre de l'écho sur ce qu'on a fait et pas que sensibiliser les étudiants au sein de l'école supérieure des affaires algériennes, mais bien les étudiants partout en Algérie. On peut voir aussi du coup à la fac de médecine, il y avait aussi quelques stands par rapport à la fac, enfin par rapport au Octobre Rose, etc. Et on a voulu faire quelque chose de similaire. Voilà, le séminaire, et donc vous avez pu atteindre quand même un nombre important, n'est-ce pas, d'étudiants, d'enseignants d'administration aussi, Exactement. les gens d'administration. Alors ce qui était intéressant dans votre événement, c'est que c'est un événement qui a été organisé 100% par les étudiants. Donc même la modération, même la réception, même tout s'est fait par les étudiants. Parlez-nous un petit peu de cette répartition des tâches entre vous, sachant que pour l'instant, le club n'est pas encore fonctionnel, parce que c'est vrai que lorsque le club est fonctionnel, c'est beaucoup plus facile, chacun sait ce qu'il doit faire, mais là, c'est une initiative personnelle que vous avez faite. Alors parlez-nous un petit peu de cette répartition des tâches que vous avez faites entre vous. Comment vous êtes organisés? Ce qu'on a fait, c'est quand c'est réparti, il y avait une partie des élèves qui devaient s'occuper des médecins, donc contacter les médecins et leur demander de se déplacer. Il y a une autre partie qui s'est occupée de tout ce qui est les petits rubans, comme vous voyez ici, les petits rubans. On les a fait nous-mêmes. Vous-même? Exactement, Bravo. on les a fait nous-mêmes et on les a donnés aux étudiants et au corps administratif. Et il y avait d'autres étudiants qui s'occupaient de tout ce qui était, par exemple, on a ramené des bouteilles d'eau, etc., tout ce qui est collation et tout. Donc on s'est vraiment répartis équitablement sur les différentes tâches qu'on pouvait faire et voilà. Et on s'est très bien entendu, on a vraiment bien réussi à faire ça. Ah bah c'est parfait. D'autres événements peut-être en cours ou en vue? Parce que ça y est, maintenant la machine a démarré. Hein. Exactement. On a réussi le premier événement, on a très vite envie de faire d'autres événements. Alors oui, c'est sûr qu'on a beaucoup d'idées en tête, qu'on aimerait vraiment faire le maximum d'événements, surtout au cours de notre première année, pour montrer qu'on est vraiment touché et honoré surtout de tout ce qui peut suivre au cours de notre carrière personnelle et professionnelle. Et montrer notre intérêt du coup pour beaucoup de causes qui peuvent toucher le monde entier. On a commencé du coup par Octobre Rose, parce que le mois d'octobre vient de commencer, etc. Mais il y en aura certainement beaucoup à venir. Certainement, surtout que ça fait aussi partie intégrante finalement de votre cursus et aussi de votre préparation au monde professionnel, n'est-ce pas? En tout cas les filles, bravo pour tout ce que vous avez fait. On vous souhaite une très très belle continuation, très belle réussite dans ce que vous allez entreprendre dans vos études. Yamina, merci beaucoup. Merci à vous. Méline, merci beaucoup. Merci beaucoup. Et puis à très bientôt, Inch'Allah, pour d'autres événements. Inch'Allah. Inch'Allah. Merci à vous. Voilà, nous arrivons donc à la fin de notre émission. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Je vous souhaite une très agréable